Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette séance du 2 avril. C'est bon, les selfies sont finis, messieurs les élus. Avant de commencer ce conseil, je vais traditionnellement vous donner la liste des pouvoirs qui sont plus nombreux qu'à l'habitude. Donc Brigitte Mangionne donne son pouvoir à Renaud Antoine. Audrey Lambert donne son pouvoir à Nadège Caléjon. Daniel Tassel donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone. Annie Lacassin donne son pouvoir à Magali Bazia. Florence Roussin donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Maud Salène donne son pouvoir à Jean Reynaud. Et Georges Da Silva donne son pouvoir à Bernard Durand. Voilà, cette liste de pouvoirs étant donnée, on va maintenant passer à la désignation du secrétaire de séance. Qui souhaite prendre cette lourde mission? Donc, Laure Despinet étant la seule candidate, elle est élue à l'unanimité. Félicitations. Voilà, nous allons maintenant passer à l'approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des observations? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. Et nous allons maintenant passer aux délibérations. La première concerne l'approbation du compte de gestion de l'exercice 2023 établi par la trésorerie pour le compte de la commune. Donc pour vous dire que les comptes sont en tout point conformes tant en dépenses qu'en recettes aux opérations réalisées et constatées par le compte administratif du budget principal de la ville. Donc il vous est donc proposé de l'approuver sans réserve. Donc est-ce que sur ce compte de gestion, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et nous allons maintenant passer à... Avant l'approbation du compte administratif, je vais vous faire une présentation comme traditionnellement. Alors, donc le compte administratif, comme chaque année, donc pour vous rappeler, ou le repréciser, donc on a fait l'approbation des comptes de gestion. Maintenant, il y a l'approbation du compte administratif du budget principal. On verra ensuite la délibération d'affectation des résultats et la décision modificative numéro 1 du budget 2024 qui visera à prendre en compte quelques ajustements, mais surtout l'intégration des résultats du compte administratif 2023. Donc le compte de gestion, on l'a déjà voté. Le compte administratif, donc se rappeler qu'il est produit par l'ordonnateur, c'est-à-dire la commune, et en l'occurrence le maire. Voilà. La présentation qu'on vous fait, c'est comme chaque année. Ça permet d'avoir une double appréciation. Constater la différence entre les sommes budgétées au budget primitif, aux décisions modificatives et le réalisé de l'année, en l'occurrence le compte administratif de l'année 2023, et l'autre présentation qui vise plus à avoir une vision de l'évolution entre deux années, donc du compte administratif 2022 par rapport à 2023. Donc si on commence sur la première section qui est la section de fonctionnement, comme d'habitude, entre le budget et les estimations, et l'ADM et le compte administratif, donc nos dépenses de gestion courante qui se montent à 4 021 000 euros sont en diminution de 6%, et nos recettes qui sont de 5 545 000 euros sont quant à elles, par rapport à l'estimation, en évolution de plus 2%. Si maintenant on fait la comparaison entre 2022 et 2023, nos dépenses de gestion courante à 4 021 000 toujours, elles sont en augmentation de 3%. Nos recettes de gestion courante, par contre, sont toujours de 5 545 000 euros, bien entendu. Elles sont malheureusement en évolution beaucoup moindre, de plus 0,2%. Donc on va traditionnellement regarder un peu plus en détail, pour commencer, nos dépenses.
Nos dépenses qui se décomposent de la manière suivante. Donc les charges de personnel qui représentent la plus grosse partie, qui par rapport à l'estimation sont légèrement en dessous de l'estimation à 2 389 000 euros. Donc 2 000 euros en dessous de l'estimation, donc moins 0,07%. Les charges à caractère général sont un peu plus significativement en dessous de l'estimation, donc avec 1 354 000 euros. Moins 224 000 euros, ce qui fait moins 14%. Les autres dépenses, dont transfert, indemnité, subvention et atténuation de produits, sont légèrement en dessous aussi à 278 000 euros, qui fait 5% en dessous de l'estimation. Dans les baisses significatives, on a les dépenses d'énergie et d'électricité qui sont, par rapport aux estimations qu'on avait faites, qui sont toujours très difficiles compte tenu de la crise énergétique et de la difficulté d'avoir une vision claire, en sachant qu'on avait fait le choix, si vous vous rappelez, de ne pas ajuster les crédits en décision modificative. Donc, on était resté sur les crédits qui avaient été votés au budget primitif de décembre 2022. Donc voilà, et on s'aperçoit que voilà, on avait été particulièrement prudent faute de visibilité. On s'aperçoit que la bonne nouvelle, on est en dépenses d'énergie à 264 000 euros et à 35% au-dessous de l'estimation qui avait été faite il y a maintenant 1 an et demi. Sur les achats de prestations de services, donc là également, on est 29 000 euros en dessous de l'estimation, qui fait 26%, et il y a principalement, il y a une raison bien précise, c'est qu'on a 2 factures du traiteur qui ont été décalées, puisqu'on n'était pas d'accord sur la validation de ces factures, et c'est intervenu que le mois dernier, donc elles seront payées, donc c'est des factures qui étaient sur l'année dernière et qui seront payées que sur 2024. Par rapport aux autres années, on n'a payé que 10 factures sur 12, donc ce qui explique en toute logique le décalage, et c'est pour ça qu'on n'avait pas pu estimer à l'avance que le décalage se ferait même lors de la décision modificative qu'on avait fait fin novembre 2023. Sur les hausses significatives, alors qui sont moindres en montant, la première est moindre en montant, mais en pourcentage c'est quand même important, 33%, donc c'est l'augmentation du prix de tout ce qui est alimentation, 22 000 euros au compte administratif, plus 5 000 euros par rapport à l'estimation. Donc ça, c'est la forte inflation de tous les fruits et les légumes. Je vous rappelle qu'on achète fruits et légumes pour le fonctionnement de la crèche uniquement chez les commerçants du Fontanil, et qu'on a une forte hausse sur le dernier qui s'est accentuée sur le dernier trimestre. Et après, l'entretien des voiries, où là, on avait opéré une baisse à la décision modificative qui était finalement inadaptée. Donc, on reste plus montant qu'on avait prévu au budget primitif initial. Donc, l'entretien des voiries, on est à 96 000 euros, donc plus 24 000 par rapport à la dernière estimation qu'on avait faite. Voilà sur les principaux écarts entre la prévision et la réalisation. Si maintenant on regarde les écarts entre 2022 et 2023, qui, j'allais dire, sont plus intéressants en termes de trajectoire de dépenses, où on verra tout à l'heure en termes de trajectoire de recettes, où là, nos charges de personnel augmentent de manière un peu plus significative. Donc, elles se montent à 2 389 000 euros. Elles sont en augmentation de 142 000 euros par rapport au compte administratif 2022, donc plus 6%. Les charges à caractère général sont en légère diminution de 8 000 euros, moins 0,5%. Les transferts indemnités, subventions à atténuation de produits sont également en hausse de plus 5 000 euros à 278 000 euros, ce qui fait 2% de plus. Si on regarde un peu plus particulièrement les baisses et les hausses, donc la première baisse qui était bien entendu tout à fait attendue et prévue, c'était la baisse des locations mobilières, puisqu'on avait sur l'année 2022 par rapport à 2023 les modulaires qui étaient sur la totalité de l'année, et en 2023 que sur une partie de l'année.
Donc une baisse de 27 000 euros sur les locations mobilières, ce qui fait 39% de diminution. Et sur l'entretien des réseaux, donc une diminution de 24 000 euros. Donc ça se monte à 13 000 euros, ce qui fait moins 64%. Donc c'est lié à deux choses, moins d'interventions et pannes et des décalages de facturation aussi. Que toutes les factures qui concernent 2023 n'ont pas été reçues, donc on n'a pas pu les intégrer dans ce compte administratif. Ça veut dire qu'on aura des reports sur l'année 2024. Les hausses significatives quant à elles, donc si on regarde entre 2022 et 2023, bien entendu et malheureusement, on a une augmentation du coût de l'énergie, donc là de 26 000 euros, donc notre estimation avait été plus que prudente, même surestimé, c'est ce qu'on avait vu, mais on voit bien qu'entre 2022 et 2023, malgré tout, on a eu une augmentation du coût des énergies. Contrats de prestation de services qui sont également en augmentation de 19 000 euros. Donc il y a deux éléments qui expliquent la gestion des déchets municipaux qui est montée en montant au cours de l'année 2023 et le démontage des modulaires qui a été affecté sur cet article budgétaire. Bien entendu, on ne démonte pas les modulaires chaque année. Donc là, c'est l'explication. Et concernant les bâtiments publics, c'est le remplacement de la carte des ascenseurs. Alors d'un ascenseur principalement, c'est celui de l'Atrium et la carte, il faut savoir qu'une carte électronique, ça coûte presque 10 000 euros. On était obligé de la changer parce que l'ascenseur était en panne. Voilà, un petit focus comme chaque année sur un certain nombre de services. C'est toujours intéressant d'avoir à l'esprit le coût des services qui sont proposés aux habitants. Donc, concernant l'univers des tout-petits, on le présente chaque année, mais là, ça nous permet de le réactualiser. Le coût d'une place à la crèche, c'est 19 202 euros. Ça, c'est ce que ça coûte dans les dépenses communales. Donc, 91% concernent les charges de personnel. Les recettes pour une place en crèche, c'est 12 580 euros. Donc ça, c'est pour partie, une petite partie, c'est la participation et la plus grosse partie, c'est la participation de la CAF et du département. Donc on a bien un coût résiduel, donc qui reste à la charge pour la commune, donc à la charge pour le contribuable, de 6 622 euros par. Je rappelle qu'on a 40 places à l'univers des. Voilà, une autre illustration, donc c'est la restauration scolaire. Le coût d'un repas, c'est 7,72 €, dont 67% de charges de personnel. Le reste étant bien entendu l'achat du repas au prestataire. Les recettes pour un repas en moyenne, c'est 4,80 €. Le coût résiduel pour un repas, c'est 2,92 €. On se rappelle qu'on sert 34 000 repas par an, ce qui fait un reste à charge pour la commune de 100 400 euros. On vous a juste remis un avenant de 2023 de SHBC où le prix du repas avait été revu à la hausse, le coût d'achat du repas avait été revu à la hausse, 3,48 € et qu'une nouvelle consultation pour le marché de septembre 2024, pas encore en application, parce que ça sera pour le mois de septembre, mais qui ne concerne pas 2023, mais on voulait quand même vous en informer d'ores et déjà, où le prix du repas se montera en maternelle, puisque ça fait partie de la nouvelle consultation où on a séparé le prix des repas de la maternelle et de la primaire. Donc 3,32 € pour la maternelle et 3,44 € pour l'élémentaire. Donc suite aux dernières négociations qu'on a eues avec le prestataire. Le dernier focus qu'on faisait comme chaque année, c'est le coût de l'école de musique. Avec le coût d'un élève par an, c'est 1 171 €, dont 98% de charges de personnel. Un peu sur le même principe que l'univers du tout petit, où l'humain, le professeur, donc là en l'occurrence, représente quasiment toute la charge, parce qu'il n'y a pas d'autres charges particulières. Donc les recettes moyennes pour un élève, c'est 474 €, ce qui fait un coût résiduel
pour un élève et parent de 696 €. Et on vous remet dessous. Alors, c'est très stable depuis qu'on a restructuré l'école de musique, puisqu'on est à 148 élèves. Donc, vous voyez, on navigue sur les 4 dernières années entre 148 et 149 élèves. Voilà ce petit focus sur le coût d'un certain nombre d'équipements et de services proposés aux Fontainillois. Si on regarde maintenant l'évolution de nos dépenses de personnel, on a dit qu'elles évoluaient de 142 000 € entre 2022 et 2023, ce qui fait une évolution de 6%. Nos recettes, qui sont les remboursements, soit par la CPM pour une petite partie, soit par notre assureur, elles sont également en diminution. Donc, elles passent de 107 000 € à 65 000 en 2023. Donc, plusieurs explications. Sur la baisse des recettes, il y a moins d'arrêts d'une partie et les garanties de l'assurance qui sont moins favorables. Je vous rappelle qu'on a renégocié notre contrat, qui était un contrat qu'on fait via le centre de gestion, donc un contrat groupé. Il y a des collectivités qui n'arrivent même plus à trouver d'assureur. Nous, on a quand même trouvé un assureur. Par contre, les primes d'assurance, elles ont d'une part augmenté et en plus, les risques assurés ont diminué. Donc, on a eu un double effet. Voilà. Donc, on avait la possibilité de prendre aussi des cotisations encore beaucoup plus importantes. Donc, on a pris les cotisations intermédiaires, mais avec une couverture moins favorable, donc ce qui traduit également la baisse de nos recettes. Dans les évolutions autres que l'aspect arrêt maladie, donc on a eu la hausse du point de la fonction publique qui a été appliquée au 1er juillet. Donc sur l'année 2023, ça pèse pour 15 000 €. Sur le service administratif, donc on se rappelait qu'en 2022, on avait eu 2 mois où on n'avait pas eu de DGS et un remplacement de congé maternité sur 9 mois en 2023. Donc on avait dû avoir un remplacement. En l'occurrence, c'était le remplacement de Chloé. Donc on avait pris une personne, bien entendu, pour la remplacer, ce qui nous génère un surcoût en toute logique. Sur les services techniques, là aussi, un certain nombre d'arrêts, plus un apprenti, donc 31 000 € de plus. L'espace petite enfance, comme traditionnellement, on a des remplacements, malheureusement, pour remplacer les personnels absents. Et là, il est obligé, quasiment obligé, dans tous les cas, de remplacer les agents par rapport au taux d'encadrement des enfants. Donc, 37 000 € de plus. Et enfin, l'assurance statutaire, je vous en parlais tout à l'heure, avec un surcoût de 8 000 € pour l'exercice 2023. Voilà sur l'évolution de nos dépenses de personnel entre 2022 et 2023. Les petits indicateurs, les ratios traditionnels qu'on donne, donc les dépenses de fonctionnement par habitant des communes de notre strate. Donc c'est 1 230 € en 2023. Je vous rappelle que la population prise en compte, c'est 3 439 habitants. Que les communes de notre strate ont, en général, en termes de dépenses, 788 €. Donc, on est 56% au-dessus des communes de notre strate en termes de dépenses. Bien entendu, il faut se mettre en perspective les recettes des communes de notre strate par rapport à nos recettes qui sont également dans une proportion équivalente. Si on fait la synthèse de tout ça, nos dépenses de personnel représentent toujours la majeure partie de nos dépenses globales avec 59%. Les charges à caractère général, donc ce qui sert à faire fonctionner la commune au quotidien, hors dépenses de personnel, c'est 34%. Les transferts indemnités et subventions, on l'on verse 7%. Les frais financiers de la commune entre l'estimation et le réalisé, donc à l'estimation 213 000 €, en réalisé 201 000 €, donc moins 12%, soit une évolution de moins 6%, donc toujours prudente dans les estimations, qui traduit de toute façon une baisse de l'endettement de la commune et qu'on retrouve bien entendu dans la comparaison entre 2022 et 2023, puisque là on passe de 210 000 à 201 000, donc c'est 9 000 €, une évolution de moins 5% des frais financiers, qui, je le redis, est la traduction de la baisse de l'endettement et de la volonté
l'équipe municipale de réduire l'endettement de la commune. Voilà, après avoir vu les dépenses en toute logique, il faut arriver à le financer avec des recettes. Donc les recettes communales se décomposent comme traditionnellement entre les impôts et taxes, entre l'estimation et le réalisé. Donc en réalisé, on arrive à 3 898 000 plus 55 000 euros par rapport à l'estimation, plus 1,4%, qui se décompose en impôts locaux qui augmentent de 30 000 euros, plus 2%. Compensation de la métro qui sont conformes à la prévision, mais ça c'est logique parce qu'il n'y a pas eu de changement de périmètre cette année. Les autres recettes fiscales qui augmentent, elles, de 24 000 euros, ce qui fait plus 20%. La DGF, alors c'est assez particulier, on se retrouve dans un mécanisme assez particulier parce que maintenant, du fait de l'augmentation de la population, on retouche une DGF, alors qui n'est pas la DGF traditionnelle, parce que d'un autre côté, on continue à payer le remboursement, enfin, de l'ex-DGF, où on continue à payer 43 800 euros, 43 200 euros. On continue à payer 43 200 euros, mais maintenant, en parallèle, on retouche, donc c'est sur une autre DGF, 20 000 euros. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, la compensation de tout, c'est que malgré tout, on a une DGF négative. Sur l'ancien mécanisme, on est toujours en DGF négative. Subvention, dotation, recettes liées aux services rendus à la population. Donc là, on est à 1 527 000 plus 43 000 euros par rapport à l'estimation, ce qui fait 3%. Si on regarde maintenant l'évolution sur 2 années, entre 2022 et 2023, les impôts et taxes augmentent de 135 000 euros, donc plus 3%. De la manière suivante, les impôts locaux évoluent de 105 000 euros, plus 7% entre 2022 et 2023. Donc c'est l'évolution principalement des bases, des bases qui ont été revalorisées par l'État et pour une partie pour les recettes liées à l'assiette. Les compensations de la métro sont stables, mais ça c'est normal. Et les autres recettes fiscales, elles augmentent de 30 000 euros, ce qui fait plus 20%. La DGF, c'est la même chose, elle passe de 0 à 20 000 euros, puisqu'on n'en avait pas en 2022. Subvention, dotation, recettes liées aux services rendus, là par contre, elle diminue assez fortement de 142 000 euros, ce qui fait moins 8%, ce qui se traduit malheureusement donc par une évolution faible, comme je vous disais en préalable de mon propos, une évolution de nos recettes que de 13 000 euros par rapport à 2022, ce qui fait 0,2%. Si on fait les ratios de notre strate, donc on arrive, comme je parlais tout à l'heure pour les dépenses, côté recettes, à un montant de recettes par habitant de 1 602 euros. En comparaison avec les ratios des communes de notre strate en termes de recettes qui sont à 985 habitants, soit une évolution de plus 63% par rapport à communes qui font notre taille, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La décomposition de nos recettes, les impôts et taxes représentent 72% de nos recettes. La dotation générale de fonctionnement est relativement faible, elle est à moins de 1%, puisqu'elle apparaît à 0 dans le graphe. Et les subventions, dotations et recettes liées aux services rendus représentent 28% de nos recettes de fonctionnement. Si on regarde maintenant les impôts locaux, donc l'évolution des impôts locaux, j'en parlais tout à l'heure, donc une évolution entre l'estimation et la prévision légèrement au-dessus de plus 2%. On rappelle, et c'est toujours bien de le redire régulièrement, qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux communaux depuis 2009, ce qui fait 15 ans. Voilà. Et si on regarde, donc toujours en rappelant qu'il n'y a eu d'augmentation depuis 15 ans, mais c'est toujours très important de le dire, l'évolution de nos recettes fiscales entre 2022 et 2023, donc plus 7%, concerne quasiment pour tout la revalorisation des bases par l'État. Si on décompose nos recettes fiscales, c'est toujours important, même si ça change de plus en plus et que c'est toujours de plus en plus compliqué d'évaluer les choses et de
de mettre qui paye quoi. Se rappeler que donc, nos recettes fiscales en 2023, c'est 4 172 931 euros. Qu'elles se décomposent pour 49% par l'attribution de compensation versée par la métro pour l'ex-taxe professionnelle qui remonte maintenant à Mathusalem, mais qui est l'explication de cette attribution de compensation de la métro, qui représente 49%, donc ça c'est 100% payé par les entreprises. Après, vous avez la taxe foncière des entreprises, le petit camembert qui est en bas, qui représente 21%. Et après, vous avez la taxe foncière des ménages qui représente 30%. Et après, vous avez le foncier bâti qui représente moins de 1%. Et la taxe d'habitation pour les résidences secondaires qui représente également moins de 1%. Toute la difficulté, c'est pour ça qu'on vous a rajouté 2 petites flèches qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire que la taxe foncière a été réformée par le législateur. Donc maintenant, il y a une partie de la taxe foncière qui est payée par les entreprises et par les fontanillois, les ménages fontanillois, qui part dans le pot commun de l'État. Il y avait un phénomène de compensation lié à la diminution de la taxe foncière. Et par contre, comme l'État aussi a révisé la taxe foncière des entreprises sur la partie industrielle, puisque les entreprises industrielles ont eu un abattement de 50% de leur taxe foncière. Donc, en contrepartie, l'État nous reverse ce qu'on a perdu du foncier des entreprises, donc pour 534 980 euros. Donc, c'est vrai que ça devient un peu compliqué de voir qui paye quoi, puisque les fontanillois, il y a une partie de leur taxe foncière qui part à l'État, et on en reçoit une partie de l'État pour la taxe foncière des entreprises. Donc, si on dit que la taxe foncière concerne 30% des ménages, et dans la réalité, c'est un peu moins, puisqu'il y en a une partie. On a essayé de garder, malgré tout, en vous mettant les flèches supplémentaires, vous dire un peu comment se répartissent nos taxes fiscales, mais j'avoue que c'est pas très simple, malgré tout. On a refait un petit graphe sur la fiscalité. Donc, non, on ne met plus que la taxe foncière. Jusqu'à l'année dernière, on mettait encore un peu la taxe d'habitation, mais peut-être. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, je vous rappelle que le périmètre a changé, puisque c'est plus uniquement la taxe foncière du Fontanil, mais on a intégré la taxe foncière par départementale qui a été transférée aux communes de partout. Malgré tout, notre taux au Fontanil, il est de 35,61%, quand le taux de Grenoble est à 65,79% et le taux moyen des communes de la métro est à 55,91%. On s'aperçoit bien, par rapport à Grenoble, bon, il n'y a pas de photo, on est quasiment 2 fois en dessous, et même par rapport aux communes, la moyenne des communes de la métropole, entre 35 et 55, ça fait déjà 20 points d'écart. Ramener en pourcentage, c'est plus important. Un petit graphique qui illustre qu'on vous présente aussi, alors on ne présentait pas sous cette forme, mais voilà. Le coût de la taxe foncière pour la même maison selon la commune. Donc si vous prenez votre maison, vous payez au Fontanil 1 000 euros, vous prenez votre maison, vous allez la mettre à Grenoble, vous ne paierez plus 1 000 euros de taxe foncière, mais vous paierez 1 850 euros. Et si finalement votre maison, vous lui appliquiez le taux moyen de la métro, vous payeriez 1 570 euros. Donc, tout ça pour dire qu'il fait bon vivre au Fontanil quand on est contribuable, d'autant plus que la qualité des services est même relativement importante par rapport à un grand nombre de communes. Donc voilà, si vous habitiez à Grenoble, vous payeriez pratiquement 2 fois plus de taxes foncières. Et si vous habitiez, si on appliquait la moyenne des communes de la métropole, vous payeriez 50% de taxes foncières supplémentaires. Donc c'est toujours important de l'avoir à l'esprit, parce que quand on se compare, c'est aussi bien de tout comparer. Donc si on se compare au niveau fiscalité, on est quand même plutôt dans le bas de l'échelle. Et si on se compare en termes de services proposés à la population, on est plutôt en haut de l'échelle. Donc je vous laisse apprécier les choses. Les recettes et compensations fiscales qui sont versées, donc entre la prévision et la réalisation, on est 24 000 euros au-dessus
de notre prévision toujours un peu prudente. En termes de recettes, c'est toujours bien d'être prudent. On a eu, entre autres, des bonnes surprises en termes de recettes sur la taxe sur l'électricité qui nous est reversée par les fournisseurs d'énergie. Comparaison entre 2022 et 2023, un peu la même chose, une évolution de 30 000 euros, soit 20% en plus, et pareil, c'est une évolution de la taxe sur l'électricité. Les compensations de la métro, alors là, on met entre l'année dernière, la prévision et la réalisation, on met tout sur le même graphe. Il n'y a pas d'évolution, il y a zéro évolution et qu'on l'avait bien anticipé. Concernant la dotation générale de fonctionnement, donc là, pareil, elle passe de 0 en 2022 à 20 000 euros en 2023. Et on rappelle, on vous l'a bien remis, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en parallèle, on paye bien 43 000 euros pour la contribution au redressement des finances publiques. Donc on nous verse 20 000 euros, mais de l'autre côté, on verse bien toujours 43 000 euros à l'État. Donc ça veut dire que si on reste sur l'ancienne DGF, donc on est toujours sur l'ancienne DGF parce que maintenant c'est la dotation rurale qu'on touche. C'est encore autre chose, c'est la dotation, enfin bon, c'est la nouvelle dotation DGF. Si on additionne par rapport à l'ancienne DGF qu'on touchait jusqu'en 2014 à hauteur de 250 000 euros, on voit bien le graphe qui se poursuit. Et si on additionne depuis la réforme engagée par François Hollande à l'époque et poursuivie sous les mandats de Emmanuel Macron, on s'aperçoit que la perte cumulée pour les finances communales depuis 2014, donc c'est 2 352 689 euros. On peut dire que le Fontanil, le seul Fontanil, petite commune de 3 400 habitants dans l'Isère, a contribué à hauteur de 2 352 689 au renflouement des caisses de l'État. Je vous laisse apprécier l'état des finances de l'État. Donc, je ne sais pas combien il faudrait donner pour que les finances de l'État aillent un peu mieux, mais enfin, en tous les cas, il ne semblerait pas que la contribution des collectivités fasse grand-chose dans l'affaire. En termes de subventions, dotations et recettes liées aux services rendus, entre l'estimation et la réalisation, dont on est à 43 000 euros, 3% au-dessus de l'estimation. Un certain nombre d'explications, le remboursement de Grenoble-Alpes Métropole à la partie désherbage. Je vous rappelle qu'on avait choisi en fin d'année dernière, on ne l'avait pas intégré pleinement dans le budget initial. On a récupéré une partie des compétences de la métropole en termes de désherbage. Donc, en toute logique, la métropole, on lui reversait, enfin, c'était calculé dans l'attribution de compensation et elle nous reverse le coût des dépenses qui avaient été estimées, donc 7 000 euros. La convention ARETRAM qui avait été arrêtée par le SMAG et qui a été remis en place, mais maintenant qui est versée directement par le prestataire, donc 9 000 euros. La dotation de solidarité rurale de 26 000 euros. Subventions du département, donc qui sont 2 000 euros au-dessus de l'estimation, donc à 9 000 euros. Les redevances de la crèche, qui par rapport à l'estimation, 5 000 euros. Les redevances du périscolaire sont de 8 000 euros au-dessus de l'estimation à 178 000 euros. Ce qui est reversé par la CAF pour la crèche et une partie pour le relais d'assistance maternelle, enfin le RPE maintenant, pour 341 000, donc là en diminution par rapport à l'estimation, moins 24 000 euros. Les concessions du cimetière, plus de 1 500 euros par rapport à l'estimation à 6 000 euros. Et les revenus des immeubles qui sont de plus 16 000 euros, plus 24% par rapport à l'estimation. Si on regarde maintenant la même chose, l'évolution entre les 2 années, où là on a une évolution défavorable de moins 142 000 euros, donc moins 8%, pardon. Les remboursements de personnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc moins 22 000 euros, ce qui fait moins 58
58% à 16 000 euros. Les concessions du cimetière qui, par rapport à 2022, sont en diminution, moins 24% à 6 000 euros. Les redevances culturelles sont-elles en évolution de 3 000 euros, donc plus 5%. C'est l'école de musique. Les redevances de la crèche qui sont en augmentation de 14 000 euros à 135 000 euros plus 1%. Redevance du périscolaire, 178 000 euros plus 12 000 euros plus 7%, donc avec à la fois une augmentation de la fréquentation et une augmentation des tarifs qui avait été. La convention avec le SMAG pour 9 000 euros. La CAF qui est en diminution de 84 000 euros, donc moins 20%, mais on avait eu des aides peu exceptionnelles en 2022 et des décalages qui avaient été faits. C'était les suites du Covid. Les compensations de l'État concernant la taxe foncière dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont en évolution de plus 31 000 euros, plus 6%, donc 535 000 euros. Et par contre, les compensations de l'État concernant la taxe d'habitation, donc moins 107 000 euros, puisqu'on avait 107 000 euros l'année dernière. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça concerne le reversement qui avait été fait par l'État suite à la suppression de la perception de la taxe au Sivom du Néron. Donc on avait eu le reversement en 2022 au titre de l'année 2021. Donc on l'avait touché une fois en 2022 et on ne l'a pas retouché en 2023 malheureusement. Donc ce qui se traduit par une compensation de taxe d'habitation de moins 107 000 euros. Voilà pour nos recettes. Quand on a vu maintenant nos dépenses et nos recettes, on va arriver à l'épargne et la constitution de notre épargne. Donc la différence entre nos recettes et nos dépenses, la section de fonctionnement permet de dégager notre épargne de gestion qui évolue entre 2022 et 2023, diminue de 150 000 euros, moins 9%, pour se monter à 1 481 000 euros. On a toujours le mécanisme de dette récupérable de la métro, qui lui aussi diminue de 45 000 euros, donc moins 6%. Notre annuité de la dette qui augmente de 5 000 euros. Et on a une épargne nette qui, quant à elle, est également en diminution, donc principalement liée à la baisse de l'épargne de gestion de moins 161 000 euros, donc moins 21% à 589 000 euros. L'épargne nette, c'est ce qui nous permet de contribuer au financement de nos investissements. Donc on arrive tout naturellement aux investissements de l'année 2023. Donc, par rapport à l'estimation, on est en dessous, puisqu'on avait prévu 2 894 000. On arrive à 2 201 000 euros, soit une évolution de 693 000 euros, donc moins 24%. Dans les 693 000 euros, on a 466 000 euros. C'est des opérations qu'on n'a pas réussi à engager en fin d'année dernière, donc qu'on avait engagées en fin d'année dernière et qui n'ont pas été payées. Les factures ont été décalées. Donc, sur les 693 000 euros, il y a 466 000 euros qui ont été reportés. C'est l'année 2024. En termes de dépenses, on verra qu'on a reporté aussi un certain nombre de recettes, des subventions qu'on n'a pas perçues parce qu'on n'avait pas payé les dépenses. Et puis, il y a un certain nombre de dépenses qui n'ont pas été engagées du tout et qu'on a réinscrites au budget primitif pour une partie. L'évolution de nos dépenses entre 2022 et 2023, elles sont en diminution, mais j'allais dire c'est logique, puisqu'on arrive dans la fin du cycle de l'école, donc avec une évolution de moins 312 000 euros, soit moins 12%. Malgré tout, l'année 2023 a quand même vu la fin de l'extension du groupe scolaire et la poursuite du soutien aux enfants. Vous avez une photo de la cour avec la super je sais pas comment ça s'appelle, échiquier qui a été fait pour les enfants suite à consultation. Et l'entretien du patrimoine communal et de notre cadre de vie qui est toujours un axe majeur de notre politique de mandat. Donc si on regarde le solde du projet structurant de
L'extension du groupe scolaire et la poursuite du soutien aux enfants. Donc, sur le groupe scolaire, on se rappelle que le projet global, c'est 4 106 000 euros, qui s'est étalé donc sur plusieurs exercices, dont une subvention à hauteur de 987 000 euros. Le projet qui a accompagné la rénovation, l'extension du bâtiment, c'est la désimperméabilisation complète de la cour d'école, avec un projet global de réaménagement de la cour de 371 000 euros, qui a été subventionné à 36%, 132 000 euros, par l'agence de l'eau et par l'agence de l'eau, pardon. Non, que l'agence. Voilà, poursuite des actions en direction des jeunes fontanillois, mobilier de l'école où on a investi 47 000 euros en 2023, principalement pour changer l'ensemble des chaises de tous les écoliers de l'école élémentaire, y compris dans ceux qui sont dans les anciens bâtiments. L'informatique à l'école où on a renouvelé, comme d'habitude, des ordinateurs. On a rajouté des vidéoprojecteurs. On a équipé une classe supplémentaire. Après, nous avons poursuivi le plan pluriannuel d'investissement au niveau de Clartière pour 68 000 euros. Et nous avons poursuivi, et ça se poursuivra encore sur 2024, l'installation de moustiquaires au multi-accueil, donc à la crèche pour 4 000 euros. Si on regarde l'entretien du patrimoine communal et de notre cadre de vie, donc un certain nombre d'éléments significatifs, en sachant que la liste est relativement longue. Donc l'éclairage public pour 35 000 euros, donc une politique volontariste en termes de changement d'éclairage public pour passer aux LED qui sont beaucoup moins énergivores et qui ont le gros avantage de pouvoir régler l'intensité en fonction du jour et de la nuit, enfin, ou de la soirée et de la nuit, puisque je rappelle qu'on choisit volontairement de ne pas couper l'électricité la nuit, mais de réduire fortement, et l'intensité baisse d'ordre de 20% d'éclairement la nuit, ce qui permet de ne pas trop consommer tout en ayant une lumière quand on se promène, que ce soit même à pied ou en voiture, dans le Fontaine. L'installation d'un nouveau panneau lumineux, tout le monde sait de quoi je parle, tout le monde peut le voir quotidiennement. L'aménagement des trottoirs giraudières, donc ça c'est l'aménagement qui a été fait en direction de l'école maternelle. Le trottoir a été complètement refait et sécurisé pour l'accompagnement à la maternelle, l'implantation de 5 cavernes et les travaux de rénovation de 2 tennis qui ont été financés sur l'année 2023 et l'opération devrait se poursuit sur 2024. Je ne sais pas si Christophe nous dit c'est fini ou pas. Non, c'est pas. Ah bah voilà, ça sera fait en août. Et programmé, je ne savais plus si c'était déjà fait ou si ça sera fait en août. Dans les investissements, tout à l'heure, je vous disais qu'on été reportés en 2024 parce que pas forcément finalisés. Alors, les aménagements de la place de la Fontaine et du Lanfray, donc bien entendu, la place de la Fontaine, tout le monde sait de quoi je parle, c'est fini depuis 3 ans. 3 ans, et la métro ne nous a toujours pas dit de payer la fin du fonds de concours. C'est qu'on le paiera, mais on ne sait pas quand. Et sur le Lanfray, on a une partie aussi qui doit être reportée. Les soldes des travaux d'extension du groupe scolaire et l'aménagement de la cour aussi, où on n'a pas tout payé sur l'année 2023, puisqu'il y en a une partie qui s'est finie plus sur la fin de l'année, donc pour 111 000 euros. L'éclairage public, où on a une forte partie qui a été reportée sur 2024 pour 74 000 euros. Vous vous rappelez, on a investi déjà 35 000 euros en 2023 sur l'éclairage public, plus 74 000 en report. Ça veut dire qu'on a investi sur l'éclairage public pratiquement 100 000 euros sur l'année 2023 avec le solde sur 2024. Les petits travaux d'hiver pour 13 000 euros. En termes de recettes d'investissement perçues pour l'année 2023, on a eu le département pour le solde de l'extension de l'école,
516 000 euros. La CAF pour le solde des dortoirs de la maternelle pour 41 000 euros. Et le FCTVA pour 168 000 euros. Dans les recettes d'investissement en parallèle des dépenses d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'optimisation des déchets de Grenoble-Alpes Métropole, où comme maintenant les services municipaux n'ont plus la possibilité d'utiliser ni les déchetteries, mais ça fait longtemps, et qu'il n'y a plus de prise en charge du tout de la part de la métropole pour l'évacuation des déchets municipaux, la GAM a mis en place un plan d'accompagnement et de subventionnement pour les communes qui ont voulu investir dans des moyens de traitement des déchets. Nous, en l'occurrence, on a acheté une presse à balles pour faire des balles de carton et de plastique pour les évacuer et que ça fasse moins de volume, plutôt que de remplir des bennes et des bennes de carton qui ne sont absolument pas compactées. On a acheté une petite compacteuse avec des moyens de manutention et pour lequel on a été accompagné par une subvention de 6 000 euros. Donc on n'a pas touché, qu'on devrait toucher là incessamment. La subvention pour les dortoirs de Clartière de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là aussi, on avait un peu de retard dans la perception de la recette qui devrait arriver ou qui est arrivée sur ce début d'année. 69 000 euros. L'extension du groupe scolaire également, où la région Rhône-Alpes nous a accompagnés pour 100 000 euros. Donc la subvention a été touchée ou va être touchée. Les jeux inclusifs qu'on a installés devant l'école, pareil, on avait un accompagnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 13 000 euros qu'on a perçu le mois dernier, me semble-t-il, ou il y a 2 mois. L'extension du groupe scolaire, là, c'est la subvention, le solde de la subvention de l'État de 184 000 euros. On devrait toucher, je ne crois pas qu'on l'ait encore touché. Et la désimperméabilisation de la cour d'école par l'agence de l'eau, où là, pareil, on attend la subvention sur l'année 2024, mais ça fait partie des reports de dépenses. Donc, on attend de faire tous les DGD, donc les décomptes définitifs, pour pouvoir percevoir les subventions. Mais voilà, elles sont bien notifiées, donc on les touchera, mais on les touchera qu'en 2024. Une fois qu'on a bien parlé des dépenses et des recettes, on arrive à la partie dette, qui est quand même un élément important, où là, on reprend à la fois l'évolution de nos dépenses et de l'évolution de nos charges financières du remboursement en capital. Donc, par rapport à l'estimation, je vous disais tout à l'heure, on est légèrement en retrait sur les charges financières, puisqu'on prévoit toujours une petite marge sur les emprunts et plus spécifiquement sur notre ligne de trésorerie au cas où on aurait besoin de faire un tirage dessus. Donc, on s'aperçoit qu'on est en dessous on avait été prudent, donc on est 12 000 euros en dessous. Le remboursement du capital, là, on le connaissait puisqu'on a les tableaux d'amortissement. Donc, on est à 738 000 euros conforme à l'estimation. Donc, on a bien une annuité qui baisse de 12 000 euros à moins 1,2%. Si on regarde l'annuité de la dette par rapport à l'année 2022, la charge financière, j'en avais parlé tout à l'heure dans les comparatifs, on est toujours à moins 9 000 euros, ce qui fait moins 4%. Par contre, l'évolution de notre annuité à la hausse, donc c'est plutôt un bon signe dans ce cas-là, puisqu'on rembourse plus de capital, donc notre stock de dette diminue plus fortement. Donc le remboursement au capital augmente de 17 000 euros, ce qui se traduit par une annuité de notre dette, malgré une baisse de notre endettement. On a une annuité totale qui monte, mais un désendettement qui est plus fort. Est-ce que vous vous rappelez que chaque année, je vous remonte ce petit graphe qui prend l'évolution de notre stock de dette depuis 2009 ? Donc avec les évolutions, alors je vais passer rapidement au petit bâton, parce que c'est plus parlant que les montants, où on voit bien qu'on a une évolution qui se traduit par des hausses et des baisses en fonction des gros investissements de la commune. Donc, si on prend 2008-2009, la forte évolution qui était juste avant 2008, c'était l'espace Clartière qui a coûté environ 7 millions d'euros à l'époque. Après, on a eu l'opération Vial Jolibois, après l'espace Jean-Yves Poirier, le multi-accueil et plus récemment l'extension de l'école où je vous rappelle qu'on avait fait 1 900 000 euros d'emprunt.
Voilà, après avoir été assez long, puisque je vous aurais parlé, mais le temps que je vous ai parlé, 50 minutes. Il me reste encore 3 minutes pour conclure. La synthèse des résultats en termes de recettes par rapport à 2022 et 2023, vous vous rappelez qu'on est 5 000 euros en dessous de 2022 en termes de recettes. Les dépenses, malheureusement, augmentent plus significativement de 132 000 euros, plus 3%, ce qui nous fait un résultat de l'exercice de moins 138 000 euros, donc moins 12%. On a un excédent reporté qui est toujours de 150 000 euros, ce qui fait un résultat de clôture à affecter pour l'année 2023 de 1 130 000 euros, donc en retrait de 11% par rapport à l'année dernière, mais toujours largement positif. Donc le résultat de clôture, donc affecté au budget principal 2024 par la DM, on verra tout à l'heure. Je vous rappelle que l'excédent de la section doit financer principalement le déficit de la section d'investissement et pour le reste à être reporté dans les excédents de l'année 2023, propre à l'année 2023. Donc nos recettes de 2022 à 2023, plus 656 000 euros, les dépenses, moins 302 000 euros, ce qui fait un résultat de l'exercice de plus 958 000 euros de variation. Un résultat reporté de moins 1 731 000 euros en diminution, donc ce qui nous fait un résultat de clôture à affecter qui est en diminution de 573 000 euros, de moins 588 000 euros. Donc ce résultat affecté, voilà, si on reprend la totalité de l'affectation du résultat, 1 130 000 dont je vous parlais tout à l'heure, il vise à couvrir le besoin de financement d'investissement, donc c'était les restes à réaliser 542 000 euros. La dotation complémentaire en investissement, donc ça, c'est l'emprunt d'équilibre qu'on inscrit au budget primitif. On vous dit à chaque fois, on inscrit un budget, un emprunt d'équilibre de. Là, en l'occurrence, c'était 422 000 euros, 424 000 euros. Donc, on vous dit à chaque fois que lors de l'intégration des excédents, on ramène l'emprunt à zéro, ce qui est le cas, ce qui nous permet également de permettre de financer quelques dépenses supplémentaires, ce qui nous fait un résultat affecté 439 000 euros. Oui, pardon, on avait 439 000 euros prévus, donc on le ramène à zéro. Donc un excédent de fonctionnement qu'on reporte de 150 000 euros, qui nous fait un résultat d'investissement de moins 588 000 euros qui est reporté en dépenses d'investissement au budget 2024. Et voilà. Et je vous ai parlé 53 minutes. Vous avez fait cette présentation croisée à la fois de la première partie qui est la partie formelle, c'est-à-dire la présentation du compte administratif. Ça vise à vous dire quel est le réalisé par rapport au prévu. Ce qui est plus intéressant pour nous autour de la table, c'est aussi voir l'évolution entre 2 années, donc en l'occurrence entre 2022 et 2023, mais qui n'est absolument pas l'objet de nos délibérations, ce que je vous rappelle que les délibérations, c'est bien de constater l'exécution du compte administratif que de l'année 2023. Voilà. Donc avant de passer au vote, je propose bien entendu à chacun des élus qui souhaiteraient intervenir ou poser des questions, avoir libre cours à ces questions auxquelles j'essaierai de répondre. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va pas. Pas de questions ? Tout est clair. Ben merci. Merci à vous. J'imagine que mes explications ont été suffisamment limpides. Donc merci à tous. Donc je vais devoir laisser la présidence de séance à Jean-Louis Berger qui est dans les starting blocks pour vous présenter la présentation du compte administratif et je reviendrai pour ma part pour l'affectation du résultat. Je sors 2 minutes, Jean-Louis, le temps de te laisser œuvrer. Non, vous votez que. Bon. Monsieur le maire s'étant retiré, je vous propose d'approuver le compte administratif 2023 du budget principal.
Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Qui est pour? Si. Merci à vous. Donc, je vais reprendre la présidence de séance en remerciant Jean-Louis de m'avoir pris le relais sur le vote de ce compte administratif. Donc, l'affectation des résultats 2023. Donc, je ne vais pas tout vous redire ce que je vous ai déjà dit pour vous dire juste que le résultat de clôture affectée est de 1 130 418,79 euros. En section de fonctionnement, en résultat de clôture à affecter en section d'investissement, il est de moins 588 139,68. Donc, le besoin de financement est de la manière suivante. Le résultat d'investissement est toujours de moins 588 000 euros. Les restes à réaliser en dépenses sont de 466 000 euros. Les restes à réaliser en recettes sont de 512 000 euros, ce qui fait un solde de recettes à réaliser de 45 842,97. Ce qui fait un solde de résultats à affecter corrigé des restes à réaliser de moins 542 296,71. Donc, il vous est proposé de l'affecter de la manière suivante. En dotation complémentaire en réserve pour 438 122 euros et en excédent de fonctionnement reporté pour 150 000 euros. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette présentation de délibération? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La décision modificative numéro 1 du budget principal qui intègre principalement les résultats 2023, où on en profite de faire un certain nombre d'ajustements. Donc, on a l'excédent reporté de 150 000 euros en recettes. En dépenses, on affecte en dépenses d'alimentation 2 500 euros supplémentaires. C'est un peu dans la lignée du constaté 2023 où on s'aperçoit qu'il y a eu quand même une augmentation. Une augmentation des dépenses de maintenance pour 132 500 euros, des subventions pour 15 000 euros. En termes d'investissement, donc on a une subvention de 6 000 euros, donc c'est des subventions qu'on va toucher de la région, qui n'étaient pas prévues au budget initial. 6 000 euros, subvention de l'État. Non, ça c'est les restes à les réaliser, pardon. Les 6 000 euros, c'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les subventions de l'État, donc dans les restes à réaliser pour 323 747 euros. Les subventions de la région pour 182 454 euros. Et en termes de nouvelles recettes, on a une subvention de département de 11 435 euros. Ça concerne l'aide qu'on va avoir pour le changement de l'éclairage public. On va avoir des subventions de la région, dont une partie pour des dossiers de vidéosurveillance, des dossiers anciens sur lesquels on n'avait pas encore perçu les subventions parce que les dossiers n'étaient pas finalisés. On devait attendre le retour de la préfecture sur l'actualisation de notre arrêté préfectoral, ce qui a pris un peu de temps. Des autres recettes pour 4 000 euros. On a l'excédent de fonctionnement toujours pour 980 418,79. Des recettes de FCTVA qui sont supérieures à la prévision de 40 524 euros. On baisse ce que je vous disais tout à l'heure, le recours à l'emprunt pour le ramener à zéro. Donc on baisse le recours à l'emprunt qui était prévu, l'emprunt d'équilibre qui était prévu au budget pour 439 331 euros. Ce qui nous amène bien à un total pour la section, pour les recettes de 1 294 063,79. En termes de dépenses d'investissement, on a la reprise des reports, dont je vais vous épargner l'affectation sur les différents articles, donc 468 358,03, le solde d'investissement reporté.
pour 588 139,68. Les immobilisations d'encours qu'on monte pour 47 566,08 €. Et les bâtiments et travaux publics, une augmentation de 42 000 € qui concerne exclusivement l'achat de la salle playback et de la maison Ray, y compris les frais de notaire, pour lequel au budget on avait mis une somme pas trop forte volontaire pour essayer d'acheter le moins cher possible. Et on s'aperçoit que la négociation avec la métro a abouti et qu'on s'en tire pas trop mal. Par contre, on n'avait pas inscrit les frais de notaire au budget puisque c'était un peu prématuré. Voilà, et bien entendu, nos dépenses, c'est également, comme les recettes, de 1 280 063,70. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette décision modificative? Oui, Laure, une question. Non, la maison Ray et la salle playback, Oui. Du coup, l'acquisition, ça sera pour quand? Cette année. Alors, le délai précis, je ne le connais pas, puisqu'il faut que ça passe. On a un accord de principe de la métro, on a confirmé à la métro qu'on est aussi d'accord pour acheter. Donc maintenant, il faut que ça passe en conseil métropolitain. Alors, je ne peux pas vous dire si ça sera le conseil métropolitain de mai ou de juillet ou de septembre, en sachant que ce qu'on avait déjà dit l'an dernier, donc c'était l'objectif, c'est qu'on a un accord de principe, que ce soit maintenant ou en fin d'année, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on voulait pas que le bâtiment reste propriété de la métro et qu'un jour quelqu'un ait une idée lumineuse de construire je ne sais quoi dedans, puisque nous, nos associations ont vraiment besoin de ce bâtiment pour fonctionner. Donc voilà. Après la réhabilitation du bâtiment, je vous annonce tout de suite, ça ne sera pas pour 2025, ni pour 2026. Ça sera un projet du mandat d'après, qui sera sans doute porté par notre équipe et peut-être par l'équipe, s'il y a d'autres équipes qui se prononcent, mais c'est à plus long terme, en sachant que là aussi, on parle de millions pour réhabiliter. Enfin, tout dépend de la réhabilitation. Alors, quand on voit que la maison Ray, je pense qu'il y a déjà du job. C'est le playback aussi. Voilà. On resterait toujours sur des usages pour les associations. Tout est ouvert. Enfin, de toute façon, déjà, les associations qui sont dedans, si on veut leur ôter la salle, il faudrait leur dire, on va leur trouver un autre lieu. Non, après, l'idée, c'est d'avoir, si la maison Ray à terme est réhabilitée, il y a 2 étages au-dessus qui pourront être exploités. Donc, ça peut être des nouveaux usages, réfléchir. Il y a l'ex-appartement de la maison playback, enfin de playback qui n'est pas utilisé, donc qui sera sans doute réhabilité aussi. Donc, ça peut être aussi des nouveaux usages. Mais alors, pour l'instant, on n'a pas du tout travaillé sur le sujet. C'est un sujet que nous, on va travailler nous, au niveau de la majorité, mais je pense que ça sera même un sujet de mandat, donc ce sera plus, je pense, dans un programme 2026-2032. Parce que je vous pose la question, parce que à titre personnel, j'avais reçu la visite d'une jeune architecte qui faisait des études, qui vous présentait un projet, alors à la mairie en tout cas. Mais c'était la petite fille de Monsieur Dumont. Oui, mais elle avait fait son projet, ouais. Son dossier, elle l'avait fait là-dessus. Et c'était sur un restaurant intergénérationnel, si je me souviens bien. Oui, c'est vraiment un projet d'étude. On lui a donné, on l'avait accompagné, on lui a donné tous les plans et tout. Je pense pas qu'on fasse. Mais là, c'était vraiment dans le cadre de ses études. Elle avait besoin d'un bâtiment représentatif. On lui a dit, mais bien sûr, on vous donne tous les éléments pour. Mais c'est vraiment un projet d'étude. Il n'y a rien d'arrêté. Non, en sachant que, je rappelle quand même qu'il y a un restaurant inter-entreprise, déjà intergénérationnel, la viabilité. Alors, c'est vrai que ça existe, j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage, je crois que c'est la ville d'Annecy qui font ça. Mais ça peut être, une petite partie peut être ça, mais voilà. Si c'est que intergénérationnel, il ne faut pas qu'il soit très grand parce qu'il n'y a pas non plus, sachant que je redis sur la partie entreprise, il y a ce qu'il faut. Sur la partie école, on a une cantine, donc ça veut dire intergénérationnel, ou alors que pour les anciens, bon. Mais ça peut être, oui, dans les projets, ça peut être réfléchi sur une petite partie du bâtiment. Mais enfin, je rappelle vraiment, donc la petite fille de Monsieur Dumont, c'était vraiment dans le cadre de ses études. On avait eu son rapport de stage d'ailleurs, enfin son rapport d'études. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote, parce que du coup, on n'avait pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez quoi? Vous savez ce que vous votez? Oui, alors c'est quoi alors?
Ah, abstention. Alors, 3 abstentions, qui est pour le reste. La délibération est adoptée. Je vous remercie. La délibération suivante est l'approbation de la convention relative au raccordement de mobilier urbain destiné à la mobilité sur le réseau d'éclairage public. C'est moi qui la présente. Donc, ça fait suite à toutes les évolutions au niveau du SMAG. Donc maintenant, la prise en charge de l'éclairage du réseau d'éclairage public autour des arrêts de tram n'est plus portée par le SMAG, mais par le concessionnaire, en l'occurrence c'est Deco. Et donc on va passer une convention tripartite entre le SMAG, Deco et la commune pour se faire rembourser. Alors, il y a une convention avec des tarifs pour se faire rembourser les frais d'électricité. Voilà la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention pour laquelle je vous demande de m'autoriser à signer pour le compte de la commune cette convention tripartite? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération d'après est une subvention exceptionnelle à l'association Artémuse. Et je vais donner la parole à Jean Reynaud pour vous présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, en date du 29 septembre 2023, donc, pour l'organisation du festival, on a eu une demande de subvention exceptionnelle pour le festival donc, Étincelle du 21 au 30 avril. Donc, on vous demande d'accorder la demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 3 000 € pour l'association Artémus. Merci. Est-ce que ça apporte des questions sur l'accompagnement de ce festival pour sa 2e édition, en sachant que la première édition avait très bien marché? On les avait bien entendu déjà accompagnés l'année dernière en versant une subvention. Et on est heureux de renouveler cette subvention cette année pour ce beau festival, je rappelle, à destination des enfants. Donc s'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à chacun et chacune. La subvention d'après est une subvention qu'on prend traditionnellement en décalage, c'est celle de l'amicale des employés municipaux, qui vise à financer des activités culturelles, sportives et diverses. Donc on attend systématiquement, puisqu'on verse un pourcentage de la masse salariale, on attend que la masse salariale définitive de l'année précédente soit votée. Donc, en l'occurrence, pour cette année, la subvention sera de 7 480 € 48 « Appelé des remarques. Pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Oui, juste une question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre d'équivalents temps plein de la commune? Nombre d'équivalents temps plein, je ne le connais pas. Un peu plus de 50. Entre 40 et 50, me dit-on. En équivalent temps plein, en sachant qu'on a 80 personnes à la mairie, mais c'est vrai que les équivalents temps plein, j'avoue qu'on ne les connaît pas par cœur. Mais on essaiera de voir si on peut vous donner un nombre plus précis. On l'a, mais pas sous la main. Du coup, on n'avait pas voté, je crois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci pour les employés municipaux. La délibération d'après est l'avis sur le projet de programme local de l'habitat pour les années 2025 à 2030, proposé par la métro. Donc, juste en préalable, pour rappeler que le Conseil de la métro a délibéré le 9 février 2024 pour arrêter le projet et que maintenant, conformément à l'article 302-2 du Code de la construction et de l'habitat, ce projet donc, doit être soumis au vote des 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole ainsi qu'à l'établissement public SCOT de la grande région Grenoble. Et juste avant de passer à la parole à Jean-Louis Berger, juste pour vous
préciser que, en tant que représentant de la commune à Grenoble-Alpes Métropole, j'avais voté contre cette délibération à la métropole lors du conseil métropolitain. Et je passe la parole à Jean-Louis pour la présentation de la délibération pour le Fontanil. Oui, le contenu du PLH, donc Programme local de l'habitat, compte 5 parties. Une introduction qui présente les éléments de contexte et le cadre législatif, en tenant compte des enjeux de l'État. Un diagnostic territorial qui se compose de 4 chapitres avec leur synthèse, qui font état du fonctionnement du marché local du logement et des conditions d'habitat dans le territoire. Le 4e chapitre comporte le bilan du PLH 2017-2022. En 3e, les orientations, 4 grandes orientations en matière d'habitat ont été définies pour le territoire. Permettre à chacun et à chacune de se loger dans de bonnes conditions, favoriser le bien vivre dans les quartiers et sur tout le territoire, préserver la planète et les ressources tout en veillant à l'équité sociale, faire ensemble pour rendre possible, penser la gouvernance. Un programme d'action, en 4, le projet de PLH comporte 24 fiches d'action. En lien avec les grandes orientations listées ci-avant, ces fiches définissent les objectifs à atteindre, les modalités de mise en œuvre et de conduite de l'action, le calendrier, les moyens et les indicateurs de suivi et d'évaluation. Les moyens financiers relativement conséquents requis pour la mise en œuvre de ces actions sont détaillés en investissement et en fonctionnement. L'impact économique du PLH est également évalué. L'engagement prévisionnel de la métropole pour soutenir ces 4 orientations et ces 24 actions sur les 6 années du PLH est estimé à 142 millions en investissement, dont 94 millions relevant de la compétence habitat et 38 millions en fonctionnement, dont 14 relevant de la compétence habitat. Les fiches communales, les projets de PLH comportent 49 fiches communales, donc qui présentent à l'échelle de chaque commune les chiffres clés sur la population et les parcs de logement, les objectifs quantitatifs de la commune, les enjeux habitat spécifiques de la commune, les perspectives de production cartographiées et les gisements fonciers. Et des annexes au projet, les contrats de mixité sociale 2023-2025 et les synthèses des ateliers partenariaux du PLH. Après analyse du projet de PLH, la commune du Fontanil-Tournillon a étudié attentivement le projet et a pu avoir des échanges avec Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre de réunions qui se sont tenues en présence du vice-président ou entre services communaux et métropolitains. Il en ressort qu'en l'état, ce projet présente plusieurs éléments d'insatisfaction pour la commune. En premier lieu, il est essentiel de rappeler que la commune, qui comptait encore 2749 habitants en 2017, a connu une croissance démographique spectaculaire ces dernières années pour atteindre les 3439 habitants au 1er janvier 2023, soit une hausse de 25% en 6 ans. Dans cette dynamique, la municipalité n'a pas attendu que des règles lui soient imposées pour développer une politique de l'habitat responsable, prenant toute la mesure de l'importance de produire une offre de logement diversifiée qui permette l'accès au logement de tous les publics. Les chiffres du bilan du PLH 2017-2022 sont explicites, avec un dépassement des objectifs de production de logements pour le Fontanil-Cornillon qui atteint 133% de l'objectif. Par ailleurs, et comme souligné dans le projet de PLH, la commune n'est à ce jour pas astreinte à la réglementation SRE.
Il n'y a de surcroît aucune volonté de maintenir le rythme de la croissance démographique connue ces dernières années et la municipalité souhaite pouvoir se concentrer sur le maintien de la qualité de ses services publics et de son cadre de vie. Ainsi, les objectifs de production de logements fixés pour le Fontanil-Cornillon sont bien trop élevés et en inadéquation avec les ambitions de la commune. Cet effort doit être partagé et mieux réparti dans une réflexion générale sur le territoire dans son ensemble. Dans le projet présenté, la commune se trouve pénalisée et strictement encadrée alors qu'elle prend ses responsabilités depuis plusieurs années en construisant plus que les objectifs fixés et démontrant la volonté de s'inscrire dans l'amélioration de son taux. L'effort de production de logement social des communes sur les dernières années ne semble pas suffisamment pris en compte. Concernant les orientations et enjeux du prochain PLH, si la commune s'inscrit bien dans une démarche de maîtrise de son développement et de l'artificialisation de ses sols, elle n'adhère pourtant pas à la multiplication des règles qui viennent complexifier l'élaboration des projets et asphyxier la capacité des communes à mûrir et à développer des projets. Ces cadres réglementaires ne sont que trop rigides et inadaptés aux réalités du terrain. Sur les perspectives de production présentées pour 2025-2030, les chiffres pour le Fontanil sont irréalistes et ne tiennent pas compte de la rétention foncière sur les secteurs de projets identifiés, mis en chantier éventuellement en 2025. La commune ne s'opposeront pas strictement à ce projet de PLH, a formulé des contre-propositions par courrier en date du 11 décembre 2023. La commune a précisé et inscrit un objectif de production annuelle de 10 logements, tout type de logements confondus, soit un nombre de logements total sur la période 2025-2030 à 60 logements. Inscrire un objectif de production de logement social de 20 logements sur toute la période, dont 10 en BRS ou en acquisition-amélioration dans le parc privé. Dans la fiche communale, partie 4, les enjeux habitat, remplacer la phrase « accroître l'offre de logements locatifs sociaux en réalisant 40% minimum de PLUS, PLAI pour toute opération à partir de 3 logements, par pérenniser l'offre de logements locatifs sociaux en réalisant 30% de logements locatifs sociaux pour toute opération à partir de 10 logements. Une demande en ce sens a été transmise pour prise en compte dans le PLUI. Avec, alors c'est un peu plus technique, en inscription d'un SMS. Pas un SMS que vous envoyez avec votre portable. Pas le SMS qu'on envoie. Non. SMS, ça veut dire servitude de mixité sociale. Quand même le préciser. Donc, SMS global de LS 10-30, alors ça veut dire location, logement social, pour 10 logements, 30% de sociaux, sans obligation de PLAI. Avec un taux de BRS à 10% maximum à ajouter. BRS, c'est un bail réel solidaire. La deuxième chose, c'est l'inscription de SMS sectorisés suivants. Donc, identifié, secteur Rafour, logements sociaux 10, dont 30% de PLAI. Non, 30% de social, dont 30% de PLAI, pardon. Et le secteur FETELA, logements sociaux 10, donc dont 20% sans obligation de PLAI.
Ne pas soumettre la production de logement social à un seuil de surface de plancher dans les opérations, car cela complexifie la lecture et la compréhension des projets. Mais l'objectif, c'est diversifier surtout l'offre des logements sociaux pour le Fontanil. Grenoble-Alpes Métropole a rejeté l'intégralité de ses contre-propositions dans le projet de PLH soumis. Donc, vu la délibération de Grenoble-Alpes Métropole arrêtant le projet de PLH 2025-2030 en Conseil métropolitain le 9 février dernier, et après avoir pris connaissance du projet du PLH 2025-2030, ainsi que des contre-propositions qui étaient formulées par la commune, mais rejetées par l'UQAM, et après en avoir délibéré, il est proposé de donner un avis défavorable sur le projet de PLH. Merci. Tout ça pour dire que la métro a des beaux discours sur la volonté de travailler en partenariat avec les communes, mais qu'en l'occurrence, elle doit travailler en partenariat peut-être avec certaines, mais pas avec le Fontanil, puisque, comme Jean-Louis vient de vous le dire, suite aux contre-propositions qu'on a été faites, on s'est fait envoyer dans nos 22 pour 100% de nos contre-propositions. Donc, c'est pas comme ça qu'on construit l'intercommunalité, donc on le regrette fortement. Et donc, c'est pour ça qu'il est prévu de voter sans aucun remords, de voter contre ce PLH. Donc, ceci étant dit, bien entendu, j'ouvre à chacun des élus qui souhaiteraient s'exprimer sur ce projet de PLH. J'avais une question, monsieur le maire. Vous avez cité, on a bien pris connaissance de votre opposition à ce projet de PLH. Vous avez mentionné à différents endroits, mais je vais relever juste les ambitions de la commune, et je voulais savoir, donc vous l'avez notifié dans les propositions, vous l'aviez fait, mais même avec ces propositions, on va passer le cap des 3005, j'imagine. Potentiellement, on va forcément le passer, parce qu'en étant à 3430, on va y arriver à un moment donné. Quand, donc je après, sais pas. On va être soumis à la loi SRU Oui. pendant le prochain mandat, Oui. j'imagine. Et donc là, on va passer à des avantages. Et donc, votre refus du plan actuel me fait dire que, donc, en voyant, on a regardé aussi la fiche communale du Fontanil, et donc pour participer avec le reste des communes, il y a une centaine de logements qui sont mentionnés comme vacants. Oui, alors ça, on a questionné la métropole qui nous a donné aucune explication à ce jour sur les locaux vacants. Donc nous, on les connaît pas. On a questionné, on n'a jamais eu le retour et je ne sais pas d'où ils les sortent, très franchement. 100, on les verrait, hein, qu'il y en ait, je pense, une vingtaine peut-être au Fontanil. Ça peut être sur des mutations, mais alors 100. Mais on les a questionnés il y a plus d'un an. Ils devaient revenir vers nous et on peut s'étonner que la métropole ne fasse pas un retour, mais elle part sur des statistiques qui genre de je ne sais où et elle n'a jamais été en mesure de nous apporter des explications. C'est assez surprenant. Oui, on était les premiers surpris quand on a vu l'affiche et on les a questionnés. J'ai lu le rapport. Ouais, nous, dès qu'on a eu, parce qu'on l'a eu il y a bien longtemps, on les a questionnés il y a bien longtemps et on attend. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, ces fiches, elles sont quand même un peu théoriques ou nébuleuses, mais bon. Sur ce sujet précis, c'est assez nébuleux, j'avoue. D'accord. Donc ma question, bon. C'est quoi votre question? L'autre question alors? Ouais. La question, c'était de manière plus générale, c'est pour inciter les gens. Bon, en l'occurrence, il y a peut-être moins de logements vacants que cités dans la fiche du Fontanil du PLH. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres mesures? Donc vous avez mentionné des mesures par rapport au PLH, d'autres mesures que la commune pourrait inciter les gens, notamment dans la rénover certains nombres de bâtiments. Alors, les accompagner pas forcément avec des subventions, mais les inciter moralement et faire quelque chose autour de la rénovation. Et de toute façon, c'est bien marqué dans le PLH, il marque bien que dans la construction de logements, en plus sur la partie sociale, c'est à la fois de la construction de nouveaux logements sociaux, mais c'est aussi la mutation. Et là, on en a déjà parlé il y a longtemps. Ça peut être l'acquisition dans le diffus
pour transformer en logement. Ça peut être un particulier qui conventionne et ça permet de le basculer dans le logement social. Mais ça, on y est tout à fait favorable. Après, on en a déjà parlé, on a déjà engagé des discussions, mais c'est assez compliqué et toutes les communes sont confrontées au même problème. C'est que les bailleurs sociaux, alors si c'est passé par un bailleur social, les bailleurs sociaux sont pas encore assez outillés pour l'instant pour pouvoir faire une acquisition, par exemple dans un immeuble, d'acheter 3 ou 4 appartements, parce que pour eux, ça va faire 3 ou 4 appartements au milieu d'un tas de propriétaires, pas de propriétaires occupants ou pas, mais d'un certain nombre de propriétaires. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore les clés pour un bailleur, pour lui que ce soit intéressant. Soit il faut qu'il rachète tout un bâtiment, soit il faut qu'il rachète une montée, ou alors 80% des appartements d'un immeuble pour pouvoir aussi lui engager la rénovation énergétique, parce que il rachète 2-3 appartements. Comment il va faire pour faire passer à la copro avec ses quelques voix la volonté de rénover de manière énergétique? Donc là, il manque encore des outils, et ça, c'est une vraie préoccupation de tous les maires. Je ne vais même pas dire des maires de la métro, hein, c'est une réelle préoccupation aussi autour de la rénovation énergétique, et on s'aperçoit qu'en faisant la rénovation énergétique, c'est aussi de transférer certains logements dans le patrimoine, enfin en social, et ça, oui, nous, on y est tout à fait favorable, mais on n'a pas les clés. Après, il y a le conventionnement, donc on essaie de communiquer aussi sur le sujet, alors pas la commune spécialement, mais il y a des communications qui se font régulièrement avec les propriétaires qui voudraient conventionner, donc ça, c'est une des possibilités. Et on revient au début de mon propos, dans le PLH, c'est bien marqué qu'il y a une partie des logements donc, qui sont en réhabilitation, mais le marqué dans le PLH, c'est bien beau, on met des choses, mais si derrière, il n'y a pas les outils, c'est assez compliqué. Mais nous, on aimerait bien qu'il y ait plus de gens au Fontanil qui décident de conventionner. Il y en a déjà quelques logements conventionnés. Mais alors, sur la partie conventionnée, ça, il faut arriver à convaincre les gens, mais ce n'est pas nous qui pourrons les convaincre. Et après, sur le rachat par des bailleurs, pour l'instant, il n'y a pas. On en parlait encore. On a vu récemment encore, ne serait-ce que les services de la métropole, les services de l'État, mais on a discuté aussi dans une autre réunion avec un bailleur. Ils disent, nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils. C'est pas une histoire de moyens, c'est plus une histoire d'outils pour y arriver. Ça se fait un peu, mais c'est un peu marginal. Donc ça arrive en général, ça peut se faire en passant aussi par un toit pour tous. Là, quand c'est un toit pour tous qui rachète un logement, ça c'est plus facile. C'est pas un bailleur comme SDH, OPAC, Pluraliste ou les gros bailleurs. Un toit pour tous, c'est pas un bailleur, mais lui arrive par contre à racheter et à faire son opération dans le diffus. Mais avant qu'un toit pour tous rachète X 1000 logements, on voit à la métro régulièrement un toit pour tous rachète des bâtiments. Mais c'est epsilon au niveau de la métro et encore plus au niveau du Fontanil. Je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais même pas s'il y en a au Fontanil. Je dirais que oui, peut-être qu'il y a un conventionnement mais je ne suis même pas sûr que ça soit racheté par un tout. Il y avait d'autres questions, M. Dillier-Laurent, par rapport à ça? Non? C'est clair, donc vous souscrivez à nos préoccupations, en déduit. Moi, j'ai juste une remarque pratique. Si un dossier de 437 pages en une semaine, c'est difficile, si on pouvait l'avoir un petit peu avant, ce serait sympa. D'accord. Vous n'aviez pas d'autres questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et c'est quoi les raisons? Je n'ai pas compris les raisons de l'abstention. Voilà, je m'excuse, mais votre décision elle est quand même un peu légère. On va dire que vous n'avez pas eu le temps de lire, vous abstenez, c'est quand même un dossier qui est important. Ça a été passé, comme on vous le rappelle, le PLH, il est disponible sur le site de la métropole depuis plusieurs mois. Donc, moi, je trouve ça un peu hallucinant que sur un sujet comme ça. Enfin, moi, j'espère que ça sera bien marqué. Enfin, nous, on communiquera sur le fait que finalement, sur un dossier aussi important que le PLH, vous n'arrivez pas à prendre position. On l'a pris au sérieux. Oui. Écoutez, je suis assez surpris de votre position. Où finalement, je pense que les Fontanillois arriveront à
bien comprendre que finalement, vous n'arrivez pas à vous intéresser à un sujet comme ça, Alors là, et que monsieur par le maire, rapport à tout ce qui est... Ne faites pas de commentaires. Bah, C'est si notre vous avez, opinion, écoutez, c'est notre- le conseil notre municipal, vote c'est ce là- soir. Hein. C'est Oui. pas dans 3 mois Mais qu'on vous tout à demandera de fait. prendre position, Mais, c'est maintenant. Nous, on ne vous demande pas de justifier vos votes. Mais non, mais moi, je note uniquement où je suis assez surpris de votre position par rapport. Enfin, on a quand même, dans la délibération, on vous a bien expliqué tous les griefs qu'on a portés. Vous aviez le dossier du PLH qui était disponible puisqu'il est passé à la métropole il y a très longtemps. Vous dire que vous n'avez pas eu le temps de le lire et que vous n'avez pas eu le temps de vous intéresser parce que l'objectif, c'était pas non plus de lire toutes les pages du PLH de la métropole. C'était au moins de ce qu'on s'intéresse plus particulièrement à la partie du Fontanil. Donc sur la partie du Fontanil, on vous a bien remis dans la délibération. Enfin, on a bien remis ce qu'on avait déjà écrit à l'époque qui redit bien toutes les problématiques qu'on a. Donc moi, je regrette que vous disiez que vous n'ayez pas eu le temps de vous faire une idée du sujet et que finalement, vous considérez que le projet de PLH de la métropole vous convient. Donc je pense que les Fontanillois apprécieront. Et je ne manquerai pas de leur dire. Monsieur le maire, je voudrais... Mais ça, on s'en doute que vous allez leur dire. Oui, Ça, bah on voilà. s'en doute. Ah, bah Mais merci. encore une fois, vous Monsieur n'avez le pas maire, je commenté voudrais nos votes. demander aux conseillers municipaux de la majorité s'ils ont tous lu le rapport comme on l'a Mais fait. c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre position ce soir. Donc, on vous demandait pas de le lire. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'élus qui aient lu la totalité du PLH. Mais ils ont quand même pris le temps de poser des questions, de s'intéresser au sujet. Nous Et aussi, les élus de la on s'est posé des questions. On n'a pas obligé de justifier notre vote. Je suis navrée. Ah, que vous mais ayez cette tout à fait, mais réaction, moi, je- Monsieur le maire, Mais, vous pouvez aussi avoir oui, la mais ça- tolérance d'accepter ce qu'on vote, mais, le respect de notre mais choix. vous Et avez... ce n'est pas principalement parce qu'on n'a pas étudié. Il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord avec vos contre-propositions. Mais on n'est pas obligé de se justifier. On est bien d'accord. Maintenant, que Moi, vous je soyez regarde contrarié quand même- par notre Oui. vote parce qu'on ne va pas dans votre sens, je peux l'entendre. Mais on n'a pas à se faire non plus remonter les bretelles comme vous êtes en train de le faire, comme si on était des enfants, parce qu'on n'est pas allé dans votre sens. Non, mais Moi, je j'ai trouve pas que c'est un peu malvenu. je Et n'ai- là aussi, les Fontainebleau apprécieront. D'accord. Et je n'ai pas entendu de contre-proposition de votre part non plus. Donc vous dites que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais presque, ou pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Je suis pas. Mais moi, j'attends je pense pas, qu'il on faut des aurait logements pu. sociaux Fontanil. Ah, mais voilà. c'est pas ce- Donc, Est-ce que voilà, vous mais avez peut-être lu- que, mais pas obligé Est-ce d'être. que vous avez lu, puisqu'on a pas dit qu'on... tous les logements sociaux, tous les niveaux de logements sociaux, pas Oui, uniquement les et- BRS, pas uniquement les. Il y a d'autres choses. Voilà, moi je trouve. Après, je suis pas d'accord pour qu'on ait 60 d'un coup comme propose la métro. Voilà, c'est tout. Et donc on n'est pas tout à fait d'accord. On Je n'est sais pas tout à fait nous, en phase. on propose 30... On va pas dire oui pour vous faire plaisir non plus. Non, mais On est il d'accord. ne faut pas me Bon. faire plaisir. Je remarque juste que nous, on a une proposition réaliste Vous êtes et parfait, nous, raisonnable imparfait. comme on a fait depuis longtemps, puisqu'on propose 30% de logements sociaux, ce qui est quand même ce qu'on fait d'ailleurs depuis plusieurs années pour arriver à augmenter notre taux de pourcent de logements sociaux. Sur le PLAI, on dit que oui, il peut y avoir 30% de PLAI sur les opérations, mais pas sur les petites opérations. C'est uniquement une histoire de dosage et d'avoir des opérations, parce que vous savez très bien qu'au Fontanil, il n'y a plus d'immenses terrains. On va pas faire d'opérations où on fait 30 ou 40 logements, où là, d'imposer 30% de logement social, 30% de PLAI, ça peut aller. Sur une opération où on va faire 3 ou 4 logements, si on doit faire 30% de logement social, dont 30% de PLAI, ça ne marche pas. Sur une opération, Le problème, ça c'est ne qu'on marche vote pas. pas contre comme vous. C'est pas tellement qu'on s'abstienne, c'est qu'il n'y ait pas l'unanimité au conseil municipal sur cette décision. C'est juste ça, en fait, le problème. Donc, en Non. fait, il faudrait qu'on vote exactement comme vous. Si on n'est Ah, pas mais d'accord, pas du tout. on a Ah, le droit de non, pas non, être, non. on a le droit de s'abstenir aussi. Bah, oui, Et enfin, tout moi le j'aurais monde aimé que vous tout le nous monde peut disiez, avoir sa propre, que vous fassiez des contre-propositions. Voilà. Mais- c'est tout. On s'abstient, on n'est Bon. pas contre. Monsieur Oui. le maire, si c'était un sujet aussi important, vous nous auriez associés à vos décisions et à vos débats, À vos plus exactement, propositions et et à débats, vos oui, propositions. Je suis désolé, enfin, je veux dire, est-ce que vous avez lu c'est un projet, le PLH, c'est métropolitain, c'est pas fontanillois. Donc, est-ce que vous êtes intéressé au projet métropolitain? Nous, on le rapporte dans la commune, comme dans les 49 Ne communes. criez pas dessus, parce Mais qu'il non, mais n'y aura pas de vous solution associez, avec est-ce des que vous cris, êtes hein. intéressé C'est pas la peine de crier, c'est pas Est-ce comme que ça qu'on vous êtes pourra intéressé s'entendre. hein. Mais non, mais c'est facile quand même. Non, c'est Si, facile. c'est facile, votre réaction, elle est position est facile. Non, Votre non, réaction est non. facile. Je m'énerve Non. rarement, mais là, je trouve Ah, ça un peu... Rarement, contre un peu- nous, souvent. Non, je suis désolé. Bah, vous regarderez le nombre de fois où je m'énerve contre vous.
Je pense que le nombre n'est pas forcément très élevé. Je vous rappelle juste que c'est un projet métropolitain, que la loi impose qu'après ce soit redescendu dans chaque commune. Donc c'est bien au projet métropolitain qu'il fallait vous intéresser et qu'après la partie fontanilloise est une brique. C'est une brique des 49 briques du projet métropolitain. Donc qui est pour? Le reste, je vous remercie. La délibération est ainsi adopté en émettant un avis défavorable sur le projet de PLH de la métropole. La délibération d'après est beaucoup plus habituelle puisqu'elle revient chaque année. C'est l'approbation de la convention 2024 de mise en œuvre du service métropolitain d'accueil et d'information de la demande de logement entre GAM et la ville du Fontanil pour avoir un guichet d'accueil de niveau 2 et c'est une reconduction. Et je laisse la parole à Magali qui va faire une présentation rapide de cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, je rappelle que le service métropolitain d'accueil et d'information du demandeur de logement social se répartit sur les communes du territoire selon 3 niveaux d'accueil. Chaque commune doit se positionner chaque année depuis 2017 sur un niveau de service à rendre par ses propres moyens, conformément aux obligations légales d'information et d'orientation des usagers. L'accueil généraliste de niveau 1 consiste à renseigner tout demandeur métropolitain sur les lieux d'accueil du service et leurs horaires. D'orienter un demandeur souhaitant faire enregistrer ou compléter sa demande vers les niveaux 2 et 3. En plus de l'accueil généraliste, le niveau 2 consiste à réaliser un premier diagnostic de la situation et le cas échéant, soit mener un entretien conseil de la demande, soit proposer un entretien d'instruction sociale avec un chargé de mission sociale via les chargés de mission sociale de la métropole. Enregistrer des demandes de logement social et toutes pièces relatives à la demande, liste fixée par arrêté du 24 juillet 2013 de tout demandeur du territoire métropolitain, et mettre en œuvre des règles d'organisation locale du dossier unique. C'est le niveau 2 d'accueil que la commune du Fontanil-Cornillon fait le choix de se positionner conformément à ses ressources et aux demandes. Un 3e niveau d'accueil avec instruction sociale s'applique sur des services composés de travailleurs sociaux. Afin d'assurer une équité de traitement sur tout le territoire et de construire un service de proximité, des moyens mutualisés métropolitains sont susceptibles de venir assurer le territoire des communes des missions de niveau 3. En fonction du niveau de service assuré par des moyens propres, les acteurs sont menés à contribuer financièrement. La clé de répartition tient compte du nombre potentiel de demandeurs de logement social qui solliciteraient les différents lieux de service, d'accueil et du fait que les communes disposant d'une offre importante sont de fait réceptacles d'un volume de demandes plus important. Pour Fontanil-Cornillon, cette participation financière annuelle en qualité de réservataire de logement s'élève à 438 €. Il est donc proposé d'approuver cette convention 2024 de mise en œuvre de services métropolitains d'accueil et d'information de la demande de logement social, guichet d'accueil de niveau 2 pour la commune du Fontanil-Cornillon. Je vous remercie. Merci Magali. Est-ce qu'il y avait des questions parmi les élus? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante. Concerne le personnel communal et la protection sociale complémentaire de prévoyance. C'est un mandat qu'on donne au centre de gestion 38 pour les autoriser à relancer une consultation sur le financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire en vue de l'évolution de la réglementation, en sachant que les décrets d'application ne sont pas encore lancés, mais le centre de gestion souhaite anticiper d'ores et déjà cette consultation pour être prêt le jour où les décrets seront pris par le gouvernement. Donc il vous est proposé de se joindre à la convention de participation dans le domaine de la prévoyance au centre de gestion, que l'accord collectif sera le mode de contractualisation retenu et donc de donner mandat au centre de gestion pour lancer cette consultation
participer aux négociations avec les candidats ainsi que toutes les actions nécessaires à sa conclusion et accepte la participation minimale prévue réglementairement. Voilà sur ce dernière délibération. Est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. Nous en avons fini avec les délibérations. Il me reste à vous relater rapidement une décision administrative du 15 février 2024 relative à une demande de subvention au département d'Isère qui est traditionnelle dans sa forme. C'est une subvention pour une aide forfaitaire annuelle pour le fonctionnement du relais petite enfance d'un montant de 1 525 €, en sachant qu'on a droit à 30% d'un temps complet, donc 458 € qui devraient être obtenus par le Fontanil. Voilà pour cette décision administrative. L'ordre du jour est au clos. Je vous propose de laisser la parole aux élus du conseil municipal s'il y a des questions. Oui, concernant le panneau d'affichage, enfin, je vous ai envoyé un mail ainsi qu'à M. Berger, mais vous ne m'avez pas répondu. Concernant le panneau d'affichage public situé à l'entrée de la rue Prédidier. Oui. Oui, tout à fait. Donc, les affiches sont systématiquement enlevées. Je dis bien les affiches, les associations, voilà. Et je vous l'avais dit, et ça c'est un problème, parce que je trouve ça inadmissible, qu'il y ait quelqu'un dans la zone qui soit un petit... Enfin, c'est même pas un petit plaisantin, c'est quelqu'un vraiment qui mérite un rappel à l'ordre et qui s'amuse à enlever les affiches sur ce panneau. Donc moi, je souhaiterais, enfin nous souhaiterions que ce panneau soit déplacé et amené plus vers le centre du Fontanil. Enfin, donc sur la première partie, je souscris tout particulièrement à ce que vous dites. Je trouve ça déplorable que les affiches soient arrachées. Et arrachées, hein, ça je peux... Oui, plus que déplorable. Donc plus que déplorable, je suis 100% d'accord avec vous pour dire que c'est pas normal que les affiches soient arrachées. Sur la deuxième partie, non, le panneau va pas être déplacé, malheureusement. Il y en a déjà un dans le centre du village. Donc on en a un sur la partie économique, où je vous rappelle qu'il y a quand même... pratiquement 3000 personnes qui travaillent dans la zone d'activité, donc il était important d'en positionner un. La position vaut ce qu'elle vaut. On a essayé de trouver une position un peu centrale par rapport à la zone d'activité, mais on peut pas dire que... Voilà, après, sur les deux panneaux, on a essayé de les équilibrer, un de chaque côté. C'est vraiment plus que déplorable que quelqu'un les affiche, les arrache systématiquement. Là, après, il n'y a pas de... Après, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus Donc, si quelqu'un veut se poster devant un certain nombre d'heures jusqu'à trouver le nom du plaisantin, moi, j'ai pas de solution. Hein. D'accord. Voilà, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence, même si on était un peu moins nombreux que d'habitude, et vous souhaiter une bonne continuation de semaine et puis à un prochain conseil. Merci.